Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans la grande interview chez Mwambi International Network. Quand j'ai grandissé dans mon Katanga natal, dans l'ex-Zaïre, aujourd'hui devenu République démocratique du Congo, on nous disait de faire très attention à ce que nous disions, car sous le régime de Mobutu, les murs avaient des oreilles. Qu'en est-il de l'Europe d'aujourd'hui? Est-ce que les oreilles sont en train de pousser sur les murs en Europe, tels que les citoyens et les citoyennes européennes puissent avoir peur de s'exprimer librement? Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions? Comme par exemple, quelle est l'origine du Covid-19? Est-ce qu'il y a des informations que l'on nous cache? Est-ce que le vaccin est-il fait pour dépeupler la planète? Est-ce que le vaccin est-il fait pour dépeupler l'Afrique? Surtout quand on se souvient de ces médecins qui allègrement sur un plateau de télévision à Paris ou en France, ouais, disait voilà, on doit tester les vaccins en Afrique comme on a toujours l'habitude de le faire. Est-ce que le coronavirus est un élément déclencheur d'un ordre mondial nouveau? C'est quoi cet ordre mondial nouveau? Peut-on aborder ces sujets sans pour autant parler de ces complotistes, ces gens qui pensent que le coronavirus est créé quelque part? Est-ce que la manière dont les gouvernements et les médias sont en train de combattre ces fausses informations n'est-il pas une manière de légitimer tous ces complotistes, tous ces gens qui ont d'autres manières de penser ou bien qui se posent des questions? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, j'ai l'honneur pour vous de recevoir M. Bertrand Badi. M. Bertrand Badi est spécialiste, grand spécialiste des relations internationales. Il est professeur émérite des Sciences Po Paris. Il est auteur de plusieurs livres d'une grande importance et nous sommes toujours heureux de le recevoir chez nous. Monsieur Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bertrand Badi, nous n'allons pas nous mélanger dans tout ce qui est technicité du coronavirus, mais nous allons parler un peu de la gestion de l'information dans cette période de la pandémie. Est-ce que nous avons le droit de nous poser des questions? Ah ben, on n'a pas le droit, on a le devoir. Pourquoi? Parce que nous vivons un moment très important, je dirais non seulement de notre génération, mais de l'histoire de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que pour la première fois, chacune d'entre nous, c'est-à-dire chacune et chacun des 7,5 milliards d'humains, ressent dans sa chair une menace qui pèse également sur tout le monde. C'est nouveau, il n'y a pas de précédent de ce point de vue-là. Du temps des guerres, et même des guerres qu'on appelait mondiales, seule une petite partie de l'humanité était directement affectée. Là, nous sommes tous la cible de ce danger nouveau. Et ce danger, il est véritablement inédit, parce qu'il n'est plus produit par un ennemi stratège, par un acteur malveillant, par un État rival. Il est produit par ce que j'appellerais devant vous le système. C'est-à-dire, c'est une sorte de dysfonctionnement de notre système mondial qui nous met tous également en danger. Donc, quelle est la première urgence? C'est de comprendre ces dysfonctionnements du système et de tenter de trouver le plus vite possible une solution de manière à ce que la pandémie que nous vivons aujourd'hui ne soit pas une histoire à répétition et que, si, à condition que Dieu le veuille,
cette pandémie venait à disparaître, qu'elle ne soit pas remplacée dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans par une autre, peut-être encore plus dure, peut-être encore plus létale. Donc oui, il faut que nous nous mettions tous au travail, c'est-à-dire les princes qui nous gouvernent, c'est-à-dire les experts qui savent, qui ont le savoir, mais c'est-à-dire les citoyens, tous réunis, parce que ce qu'on est en train de découvrir, c'est que la meilleure des protections face à cette nouvelle menace, pour la première fois, ce n'est pas tant l'État qui nous l'apportera, ce sont les comportements sociaux de chacune et chacun d'entre nous. Donc, il faut que nous apprenions à vivre autrement, c'est-à-dire que nous sachions être chacune et chacun d'entre nous le rempart à ce nouveau danger qui nous menace tous. Avec un dernier élément qui est important, c'est qu'autrefois, quand il y avait une guerre, il y avait un vainqueur et un vaincu. Voilà. Aujourd'hui, dans ces menaces nouvelles, où nous serons tous vaincus, où nous serons tous vainqueurs, c'est-à-dire toute l'humanité du même côté. Donc c'est une phase totalement nouvelle et inédite de notre histoire. Donc c'est un devoir pour nous tous, les 7 milliards d'habitants de cette planète, de nous poser des questions. Mais M. Bertrand Badi, prenons le nouvel ordre mondial. C'est vrai, c'est faux. Est-ce qu'il a fallu le Covid-19 comme étant élément déclencheur de ce nouvel ordre mondial? Ben non, le Covid-19, c'est un révélateur. Et c'est un révélateur qui a eu une certaine puissance parce que, comme je le disais à un instant, il a touché tout le monde. Donc tout le monde le connaît. Il n'y a pas un acteur, il n'y a pas un individu sur la planète qui ne sache pas ce que veut dire Covid-19. C'est un événement tout à fait extraordinaire que tout le monde se méfie également du même danger. Mais ce que représente cette forme nouvelle d'insécurité, cette forme nouvelle de menace, a été portée depuis déjà plusieurs décennies par quantité d'autres vecteurs. Le changement climatique, vous savez que le changement climatique, ça fait, d'après l'OMS, pas d'après moi, 8 millions de morts chaque année et depuis déjà plusieurs décennies. La faim dans le monde, on a eu l'occasion d'en parler ensemble, c'est quand même 9 millions de morts chaque année, vous vous rendez compte? Et l'insécurité sanitaire que nous éprouvons aujourd'hui, elle n'est pas née avec le Covid-19. Le paludisme tue depuis déjà des décennies près de 500 000 personnes chaque année, et essentiellement en Afrique. Donc, cette menace qui n'est plus l'effet d'un ennemi malveillant, mais d'un système que l'on ne sait pas dominer, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais que nous ne voulions pas voir. On ne voulait pas voir le risque climatique, on ne voulait pas voir le risque alimentaire, on ne voulait pas voir le risque sanitaire. Ben, maintenant, on est obligé de le voir, mais on pourrait continuer l'énumération. Il y a aussi un risque économique systémique, c'est-à-dire un risque porté par le système économique mondial, dont nous sommes aussi les victimes. Alors, il ne tue pas comme un virus tue, mais il tue indirectement en créant des situations d'inégalité, d'extrême pauvreté, des situations d'instabilité économique, en créant un très grand désordre sur les territoires. Regardez comment la crise sahélienne, elle est liée peut-être à des acteurs malveillants, mais elle est surtout liée à un dérèglement et des conditions climatiques, et des conditions économiques, et des conditions alimentaires, et des conditions sanitaires dans cette grande région de l'Afrique. Il faut apprendre à défendre cette sécurité humaine et ce que l'on appelle aussi la sécurité globale, c'est-à-dire la sécurité de tout le monde, et non d'un petit groupe contre un autre petit groupe.
Est-ce que c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Et là, ça me ramène à peut-être une leçon morale ou je ne sais pas, mais qui consiste à penser que cette pandémie est venue pour nous donner justement la leçon, hein, c'est pour se dire, voilà, il ne faut pas vous occuper que de vous, il ne faut pas s'occuper que de soi, il faut s'occuper de tout le monde, de son voisin, de tout le monde. Vous avez tout à fait raison. Je crois que là, on touche le fond du problème. Le fond du problème, c'était qu'autrefois, on pensait que l'on pouvait assurer sa sécurité contre l'autre. C'est-à-dire, ma sécurité, elle dépendra de ma capacité de me protéger de l'autre. Aujourd'hui, ma sécurité, elle dépend de celle des autres. C'est-à-dire, non pas de ma capacité de me protéger des autres, mais de ma capacité de protéger les autres. Vous voyez, il y a une lettre qui change, mais ça change tout. Protéger les autres, regardez dans le contexte de la vaccination. Il y a une course ultranationaliste au vaccin, où chacun des États joue des coudes pour écarter les autres, c'est-à-dire les plus faibles, les plus petits, les plus pauvres. Mais c'est idiot au sens fort du terme. Pourquoi? Parce que si je me vaccine sans prendre soin de vacciner tous les autres, eh bien le virus qui va continuer à grandir chez les autres, qui va muter, va revenir chez moi et ma protection n'existera plus parce que mon vaccin ne pourra pas me protéger contre cette mutation. Et ça, on a énormément de mal à le comprendre. Quand on voit les stratégies nationalistes en matière de vaccination de la Grande-Bretagne, des États-Unis, ou quand on voit l'instrumentalisation politico-diplomatique du vaccin par des pays comme la Chine ou la Russie, on se dit, mais ils jouent avec le feu. Ils jouent avec le feu parce que faire passer les intérêts nationaux avant les intérêts globaux, c'est s'assurer que demain, on sera dans une situation de péril commun à tous et bien plus élevé encore qu'aujourd'hui. Monsieur Bertrand Badi, je commençais par, dans l'introduction, où je me disais, bon voilà, les murs en Europe sont en train d'avoir des oreilles et qu'il y a des gens en Europe, je ne parle pas d'ailleurs, hein, je ne parle pas de la Chine ou de l'Afrique, mais de l'Europe où les citoyens et citoyennes européens ont peur de s'exprimer. Est-ce que la gestion de l'information telle que les gouvernants la gèrent est une bonne manière quand on sent que les citoyens se sentent coincés, n'arrivent pas à se poser des questions, et même des petits-enfants, ils commencent à se poser des questions comme si la télévision, la radio, le journal leur disent des mensonges. C'est dû à quoi? Vous savez, on a été depuis un an placé en situation d'urgence et de péril imminent. Et quand toute une population, et là il s'agit même de la population mondiale, est placée en situation de péril imminent, c'est l'irrationnel qui gagne toujours. C'est ce que l'on appelait autrefois, notamment du temps du Moyen-Âge, le millénarisme, c'est-à-dire le sentiment qu'on va être la proie d'un fléau, d'une punition divine, et tout ceci crée de l'irrationalité, ce qui est un premier problème, c'est-à-dire savoir gérer cet irrationnel qui enfle d'autant plus facilement qu'on est dans un contexte populiste, c'est-à-dire où des médias, des politiques, des intellectuels, des hommes de religion viennent surenchérir face à ce sentiment de panique que tout le monde éprouve plus ou moins. Donc tout ça, c'est déjà une ambiance délétère. Ensuite, effectivement, il faut que l'information, et les médias en particulier, soient
au diapason de ces exigences nouvelles. Et ça, on en est loin. Pourquoi? Parce que les médias sont toujours face à une pente, moi, qui me fait frémir, qui est d'insister sur le sensationnel, de suggérer des complots et de ne pas savoir froidement analyser une situation. Et du coup, ce n'est pas en faisant chaque jour des reportages sur les services de réanimation dans les hôpitaux où on voit mourir ou en tous les cas tomber dans l'agonie des personnes dont on observe cruellement la souffrance en direct que l'on pourra créer véritablement un esprit social. La solidarité, elle ne se crée pas dans le spectacle. La solidarité, elle se crée dans la raison. Il y a bien des raisons affectives, bien entendu, d'être solidaire, mais la principale raison d'être solidaire, pardon de démythifier, c'est l'utilité. Si je ne suis pas solidaire dans ce monde actuel, eh bien, je ne survivrai pas. Et c'est cet apprentissage qu'il faut faire. Alors, il y a des journalistes qui le font très bien, il y a des politiques qui savent en parler, mais je suis quand même sidéré que depuis plus d'un an que dure cette pandémie, il ne faut pas oublier que l'OMS l'a déclaré, la pandémie, à la mi-mars de l'année dernière, donc ça fait plus d'un an, voilà. Je n'entends parler de rien. Je n'ai pas entendu, c'est incroyable, un projet de réforme des institutions internationales, un projet visant à renforcer la capacité de l'OMS, un projet visant à concrétiser ce besoin de solidarité en matière sanitaire qui doit lier le nord au sud, mais aussi l'est à l'ouest, enfin l'ensemble des 193 États membres. Donc il y a un vide, tant du point de vue de l'imagination que de la réforme politique, qui est extrêmement pernicieux. En bref, on perd du temps. On perd du temps. Et on perd du temps sur tous les plans, sur le plan sanitaire, c'est-à-dire qu'on attend les vaccins qui ne viennent pas, la coordination de l'Europe, ça ne marche pas, on est plutôt dans les sofas-guettes et au lieu de voir ce qui se passe. Et en même temps, le monde est dirigé par qui, Monsieur Bertrand Badi? Le monde, c'est peut-être ça d'ailleurs la grande contradiction dont nous avons à pâtir aujourd'hui. Le monde, il est dirigé par des États et des gouvernements d'États. Or, le mal qui nous frappe, ce n'est pas un mal d'État, c'est un mal du monde. C'est-à-dire que les États, ils l'ont démontré, ne peuvent pas grand-chose. D'abord parce que l'addition de 193 bonnes politiques sanitaires ne donne pas une politique sanitaire mondiale. Mais encore faudrait-il que ces politiques sanitaires soient bonnes. Et elles sont en réalité désastreuses. En France, ça fait plus d'un an que nous vivons sous la menace du Covid. Et depuis le début de cette pandémie, on a plutôt fermé des lits de réanimation qu'on en a ouvert de nouveaux. Nous sommes dans un pays où malheureusement les dépenses en matière de recherche et de développement ne croissent pas. Résultat, la France a été incapable, pourtant dotée de bons laboratoires scientifiques, voilà. Voilà, de produire un vaccin chez Sanofi ou à l'Institut Pasteur. Il se passe quelque chose. Et ce qui se passe en ce moment et qui est dramatique, c'est qu'effectivement, nous ne voyons pas que la sécurité d'avenir, elle n'est pas dans nos armées, elle est dans notre recherche scientifique. Vous avez des pays comme par exemple la Corée du Sud qui consacrent près de 5% de leur PIB à la recherche. Et ces pays actuellement s'en sortent infiniment mieux, parce qu'il n'y a pas que la Corée du Sud, il faudrait aussi nommer Singapour, le Japon et d'autres encore, ils s'en sortent mieux que nous, parce que nous n'avons pas compris que le passage de la nation à la mondialisation,
c'était le passage de la défense nationale à la défense globale, et que cette défense globale, elle passe par une activation de la recherche. Pourquoi? Eh bien, parce que tout à l'heure, en début de cet entretien, je vous parlais des menaces qui partent du système. Mais le système, c'est bien beau comme formule. Encore faut-il savoir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire accélérer la recherche autant que faire se peut pour comprendre le mécanisme qui a conduit à cette détérioration de notre condition sanitaire. Et ça implique du travail, ça implique de l'investigation, ça implique de l'obstination, ça implique des crédits, ça implique des volontaires et malheur à ces pays dont les meilleurs spécialistes pensent qu'il est préférable de les quitter pour aller travailler ailleurs où ils ont de meilleures conditions. Mais M. Bertrand a dit l'Europe a investi dans la recherche de ce qu'on appelle vaccin AstraZeneca et il y a des usines, il y a même des chercheurs. Ici, moi je vous parle des Pays-Bas. Nous avons ce qu'on appelle Johnson & Johnson. Ces vaccins-là ont été conçus et fabriqués ici à côté dans une petite ville de Leiden. Et vous avez tout ça qui se passe en Europe, mais qui s'exporte vers l'extérieur. Est-ce que l'Europe a vendu son âme à l'argent? Je crois que l'Europe, elle a vendu son âme au passé. L'argent, bon, vous savez, qui n'a pas péché en matière d'argent jette la première pierre. Hein. Mais le drame de l'Europe, c'est qu'elle regarde toujours dans le rétroviseur. Et pourquoi elle regarde toujours dans le rétroviseur? Parce qu'elle a connu son moment, non seulement de gloire, mais d'hégémonie mondiale. C'était de la Renaissance, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et elle est persuadée que c'est en retournant à ses sources qu'elle pourra réussir dans cet espace mondial, cette mondialisation que décidément elle ne comprend pas, elle ne sait pas gérer, elle ne sait pas gouverner. Et donc, voilà, on en est au ridicule. Vous dites qu'AstraZeneca a été produit par l'Europe. Enfin, AstraZeneca, c'est suédo-britannique. La Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Europe. C'est quand même partie d'Oxford. C'est la moitié, hein? Oui, mais enfin, c'est quand même à l'université d'Oxford que s'est passé l'essentiel de la fabrication. Bon, ça pose un problème. Alors, oui, un pays comme l'Allemagne, puisque Pfizer s'est associé avec BioNTech, et BioNTech, c'est l'université de Mayence, c'est l'Europe aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des pays européens qui, de ce point de vue-là, sont plus réactifs. L'Allemagne, les Pays-Bas, c'est vrai, alors que d'autres sont tenus par leur succès passé. Vous savez, en France, on n'arrive pas à s'émanciper de Louis XIV et de Napoléon. Puis alors, comme ça va faire 200 ans que Napoléon est mort, on va nous casser les pieds avec tout ça et on va repartir de ce mythe que la France n'est grande que lorsqu'elle est gouvernée par un petit caporal. Ben voilà le résultat. Monsieur Bertrand Badi, allons voir l'Afrique. Je vais vous donner une toute petite histoire. J'étais en Afrique, au Congo, à Kinshasa, chez mon neveu. Ce neveu-là est médecin. Alors, il y a eu une campagne de vaccination. Il y a des mères ou des infirmières qui viennent pour chercher des enfants. Ça se passe comme ça en Afrique, de porte à porte, avec des vaccins. Alors, il y a des mamans, comme on les appelle là-bas, qui arrivent, qui frappent à la porte. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Nous voudrions bien les vacciner contre X maladie. Alors, mon neveu, qui est médecin, est sorti très vite, comme s'il était en face des ennemis, et il dira à ces mamans-là, non, 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 partez, il n'y a pas d'enfants ici. Alors, quand il a fini, il est revenu, mais je lui ai dit, mais attends, il y a des enfants ici, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit, non, 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 on ne fait pas vraiment confiance au vaccin parce que
il y a toute cette discussion-là des Européens sur l'explosion démographique des Africains, etc., etc. Donc, on ne fait pas confiance. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette image-là? Vous savez, moi j'ai toujours considéré, mais avec beaucoup d'humilité, parce que c'est aux Africains de dire d'abord, que l'Afrique réussira lorsqu'elle se réconciliera avec elle-même. Le grand drame de l'Afrique, c'est qu'elle a été forcée d'imiter ceux qui ne lui ressemblaient pas du tout, qui avaient une autre histoire. Je veux dire, l'Afrique est devenue indépendante en imitant les modèles institutionnels, économiques et sociaux de l'Europe, ancienne puissance coloniale. Et le résultat n'a pas été bon. Pourquoi? Parce que la population n'a pas adhéré à ces institutions, à ces pratiques, à ces comportements qui lui semblaient étrangers. Imaginez que tout d'un coup, en France, on nous dise, ben voilà, vous devez vous comporter comme on se comporte en Afrique ou au Moyen-Orient, etc. Vous imaginez le désordre. Vous imaginez... Eh bien, ça, c'est un problème, moi, que je rencontre à tous les niveaux. J'ai pas mal travaillé sur le conflit sahélien, qui est un conflit très douloureux, et j'ai vu à quel point on ignorait les problèmes, je dirais, de la base, c'est-à-dire vécus dans chacun des villages, aux prises à la désertification, aux prises à l'absence ou l'insuffisance de terres arables, aux prises avec les ventes d'État, aux prises avec les circuits mafieux, aux prises avec des chefferies qui ne sont plus prises en compte. Et tout ceci crée de la violence. On a vu quand même, et ça mérite d'être observé, mes amis africains m'ont envoyé beaucoup de témoignages en ce sens, comment le retour à des comportements traditionnels avait dans un premier temps protégé les villes et les campagnes africaines du Covid-19. Parce que je disais tout à l'heure que face aux menaces nouvelles, ce sont les comportements sociaux qui font gagner, ce n'est pas les décrets gouvernementaux. Et j'ai eu notamment des témoignages venant du Sénégal qui expliquaient comment, effectivement, le retour à des formes traditionnelles de protection avait pu limiter les dégâts. Bon, maintenant que nous nous lançons dans une autre phase où il ne s'agit pas seulement de se protéger du virus, mais effectivement de se lancer dans cette énorme campagne de vaccination, là, on est confronté à cette absence de communication entre la société traditionnelle, les comportements appris, la culture propre aux différents peuples considérés et ces décisions technocratiques qui non seulement viennent d'un État souvent fragile, mais aussi d'agences internationales, de l'OMS, etc. Il y a tout un travail là d'ajustement et d'adaptation à faire et je constate que ça n'intéresse personne d'un certain point. Et donc, on va continuer à vivre sur une cicatrice. Et ça sera peut-être la dernière question, M. Bertrand Badi. Il y a M. Macron, le président de la France, qui, à un moment donné, pendant cette crise, a dit « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre contre qui? Et puis, il a dit quelque part, il y a des informations que il y a des choses que l'on nous a cachées. Quelles sont ces choses-là? Et il y a eu une délégation de l'OMS qui a été l'Organisation mondiale de la santé, qui a été en Chine, qui est revenue, mais qui n'a pas aussi très bien communiqué. Tout cela, ça nous inspire quoi? Alors, la formule sur la guerre, je comprends que pour alerter une opinion publique qui au début n'a peut-être pas mesuré la gravité des choses,
il pouvait faire sens d'employer cette image et dire qu'on est en guerre, donc qu'il faut mobiliser tous les moyens pour pouvoir survivre. Ça, je le comprends. Mais j'ai deux réserves. La première, c'est que lui-même, en tous les cas, dans un premier temps, ne s'est pas considéré en guerre. Si on était véritablement en guerre, il aurait fallu mobiliser tous les moyens dont nous disposons, y compris les moyens militaires. Je n'ai jamais compris pourquoi les services médicaux des armées et les armées elles-mêmes n'étaient pas mobilisées pour accomplir un certain nombre de fonctions dans une première phase de distribution et d'administration des tests, dans une deuxième phase dans la vaccination. Ce n'est que très, très récemment, c'est-à-dire 4 mois après le début de la campagne de vaccination, on a dit, tiens, on pourrait peut-être faire appel à l'armée. La mobilisation n'était pas celle d'une guerre. La deuxième chose, c'est que c'est dangereux de parler de guerre. C'est dangereux de parler de guerre parce que ça nous remet dans l'ambiance que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire de penser que notre sécurité doit être assurée contre quelqu'un ou contre les autres. Or, ce n'est pas du tout ça. Le virus, sauf quelques complotistes qui y croient, n'a jamais été manipulé par quiconque. Et donc, nationaliser le virus, c'est la pire des bêtises qui a conduit à fermer les frontières. Fermer les frontières, ça ne sert à rien parce qu'un virus, il ne connaît pas les frontières. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Qu'aller de Paris à Bruxelles est moins dangereux que d'aller de Paris à Nice, par exemple. Donc la frontière nationale ne fait absolument aucun sens. Le confinement peut faire sens à titre palliatif, mais le confinement, ça n'a rien à voir avec les frontières. Bon, c'est effectivement la non-mobilité, ce qui est autre chose. Et puis, d'autre part, ça a donné naissance à ces discours nationalistes stupides, comme ceux de M. Trump, par exemple, qui parlait du virus chinois, qui voulait demander des dédommagements à la Chine. Et tout ceci a eu pour effet des attaques racistes aux États-Unis contre des personnes d'origine asiatique. Alors, ça m'amène tout naturellement à votre deuxième remarque concernant la mission de l'OMS. Évidemment, moi, je regrette, et je regrette amèrement, que la Chine n'ait pas fait tout ce qu'elle pouvait pour associer les savants de la communauté internationale, les experts, à une enquête très sérieuse. Parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes menacés par le système, donc il faut comprendre ces mécanismes systémiques pour nous en préserver. Et là, la Chine a traîné les pieds. Elle a traîné les pieds à l'occasion de cette enquête, mais elle a traîné les pieds aussi lorsqu'au Conseil de sécurité, il y a maintenant 1 an, elle bloquait toute résolution robuste sur le Covid-19, et ça a été, à mon avis, un échec grave pour la communauté internationale qui n'a pas pu ainsi se mobiliser. Mais au-delà de ça, je voudrais dire une chose. Il y a des travaux très avancés dont personne n'a parlé, ou pratiquement personne, de l'Université de Californie et de l'Université d'Arizona, les deux associés, qui ont montré qu'on ne pouvait plus, justement, dans ce contexte systémique, raisonner en termes d'origine. C'est-à-dire, leur remarque était très pertinente de dire, mais un virus, ça ne naît pas, par exemple, le 12 avril 2021 ou 2020. Ça ne naît pas ex nihilo, ça ne naît pas de rien. Un virus, c'est une mutation perpétuelle. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas la naissance d'un virus. Nous avons un cerveau qui nous oblige toujours à raisonner en termes de naissance et de mort. Non, le virus a toujours existé et il mute toujours. Et donc, le problème qu'il faut comprendre, c'est pourquoi de non létal, il est devenu létal. Le grand-papa de Covid-19, vous avez pu le rencontrer dans n'importe quelle rue du monde et il ne vous a rien fait. Il s'est passé un moment où il a muté et est devenu dangereux. Et il continue à muter en devenant de plus en plus dangereux. Ouais. Donc, ce n'est pas le lieu ni la date de naissance comme ce qui est marqué sur notre passeport. Ça n'a plus aucune importance. Ce qui est important, c'est le processus et faire en sorte que ce processus soit maîtrisé.
Et c'est ça le véritable problème. C'est la raison pour laquelle c'est idiot de parler de virus chinois. C'est un virus qui a muté en Chine, mais qui existait déjà probablement depuis fort longtemps et on ne sait pas où. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est une réflexion sur la mobilité future. Nous sommes entrés dans un monde où la mobilité fait la loi. Alors, leçon d'humilité pour les douaniers et les gardes-barrières et pour les petits princes qui s'enferment dans les cloisons, derrière les cloisons nationalistes et qui font la guerre à la migration. Nous sommes dans un monde où tout est mobile. Et ce qu'il faut pour la gouvernance future du monde, c'est maîtriser et contrôler cette mobilité. C'est ça le grand pari des années, probablement des décennies et peut-être plus encore qui sont devant nous. Merci, merci infiniment, Monsieur Bertrand Badi. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous recevoir et nous avons toujours eu de bons commentaires et de bonnes des joies, des gens qui nous appellent pour dire quand est-ce qu'il va être encore là. Le vieux sage africain, comme on aime bien vous appeler. Alors, un grand honneur. Merci, merci. Et nous allons bien sûr vous revenir à tout moment pour vous poser des questions compliquées que nous rencontrons dans la vie. Et voilà, merci pour ce soir. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette grande interview. Bien sûr, si vous avez des questions à nous poser ou à poser à M. Bertrand Badi, vous êtes les bienvenus et continuez à nous suivre sur Murambi International Network. Nous sommes là pour vous. Merci et bonne soirée chez vous.